Karine, Barbara Lausier, Chantal, que je vois. Donc, oui, les gens continuent à se joindre. Roger, je vais te laisser la main. Je vais prendre des notes et intervenir au besoin. Nathalie, juste pour te préciser qu'on n'a absolument pas entendu tout ce que c'est que tu as dit parce que tu viens juste d'enlever ton micro. Ah, bon, ben je disais... Recommence, s'il te plaît. Oui, je disais qu'il y a Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, île du Prince-Édouard, Alberta. Barbara, vous êtes là. Il y a d'autres numéros de téléphone aussi qui apparaissent. Donc, je ne vois pas les noms nécessairement. Les gens de la Saskatchewan. Donc, Karine, oui, Karine, je ne sais pas d'où Karine est. Mais en fait, je vais laisser le leadership de toute cette rencontre à notre personne ressource principale, qui est Roger Gauthier. Mais je voulais souhaiter un beau bonjour à tout le monde. C'était ça. Okay, parfait. Peut-être que ce serait intéressant d'avoir une idée des gens qui sont là, de manière à pouvoir prendre pour le bénéfice des notes, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont dont le nom est écrit, mais il y a des gens qui n'apparaissent pas là, comme tel parce qu'ils ont un numéro de téléphone, mais pas de nom rattaché là. Donc, si je fais le tour, là, je vois qu'il y a Nathalie Gagné qui est accompagnée de qui? Oui, de Francine Deroche. C'est Francine Desroches, OK. Et ensuite, je vois qu'il y a Maurice Chiasson qui est là. Oui. Richard Vaillancourt, de la CNPF, qu'on a invité parce qu'on essaie de voir quel sera le rôle particulier que pourra jouer la CNPF, spécialement pour la question de l'échange des connaissances. Bonjour à tous. Du réseau santé de la Colombie-Britannique, il y a Benjamin et Céline, et nos consultants vont se connecter puisque le courriel n'était pas suffisamment clair pour savoir que c'était à nous de les inviter. Donc voilà, ils vont se joindre à nous dans très peu de temps. D'accord. Et ensuite, il y a de l'île du Prince-Édouard, il y a Karine Galland. C'est bien ça? En Saskatchewan, je vois Frédéric Beaudemont. Il y a toute une équipe de l'Alberta qui est Paul Denis, Pauline Légaré et j'imagine que c'est Marcel Préville. On a Chantal Bohémier qui nous vient de... De l'Ontario. J'accompagne Elsa Saint-Onge. OK, parfait. Est-ce que ça sera là ou... Non, elle n'est pas non? disponible aujourd'hui, donc je participe. OK. Il y a également Gabrielle Lepage-Lavoie, qui est la nouvelle directrice de la programmation à la Société Santé en français. À la Fédération franco-ténoise, on a la personne de... Est-ce que c'est pas Audrey, ça? C'est Audrey? OK. Je ne te reconnaissais pas. Donc, ton microphone est fermé, Audrey, donc on ne pouvait pas t'entendre. Que je disais qu'on était censé avoir Sylvie aussi, qui est la consultante. OK. Donc, Nathalie Boivin. De la Société Santé en français, là, je vois SSF Tour PC, mais je ne sais pas qui est derrière le... Oh, c'est Nathalie Boivin. Non. C'est Serivan. C'est Serivan. Ah, bon, OK. Parfait. Merci, Serivan. Barbara Lausier, est-ce que tu es tout seul, Barbara, ou tu es accompagnée? Je suis Mylène Leblanc, Mylène Ouellette Leblanc, qui est une de nos consultantes, est en ligne avec moi. OK, parfait. Salut tout le monde. Oui. Ensuite, je vois que Mylène Do, j'imagine que c'est je vois juste Mylène, mais je vois Mylène Do. Ensuite... Mylène Ouellette Leblanc avec Barbara. OK, parfait. Et... Bonjour, Roger.
Oui. Bon, c'est Lise Lortie et André Lalonde. OK, ça, c'est les numéros 514-491. On les voit là, ils sont ils ont une caméra. Ils ont une caméra, Ils sont sur une caméra. Ouais. Les deux personnes, c'est nos consultants. Bonjour parfait. Lise, bonjour André. Ah, oui, je viens de les voir. Ils sont là. Bonjour André et Lise. Bonjour. Bonjour Roger. Et donc, je viens de voir que Sandra Saint-Laurent vient de se joindre à nous. Bonjour Sandra. Et là, il y a deux téléphones. Je ne sais pas qui c'est là. Il y a un que le numéro de téléphone apparaît 1-514-912-8583. Est-ce qu'on peut savoir qui est derrière ce numéro-là? Votre microphone est sur mute. Bon. Il y a une autre personne qui s'appelle Call-in User -1. Donc, j'imagine qu'on saura peut-être éventuellement là, qui sont ces personnes-là. Le call-in user, Roger, ça pourrait être moi parce que je suis obligé, je vous vois tous en Zoom sur mon ordinateur, mais je suis par téléphone aussi parce que mon son est brisé. Ah, d'accord. Parfait. Roger, on a combien de temps pour la réunion? On a 1h30. 1h30, OK. Oui. Donc, bonjour tout le monde. Je suis surpris qu'on n'a pas personne de... Ah non, j'imagine que Lynn Richard ne viendra pas parce que c'est Milando qui est là également pour Terre-Neuve et pour la Nouvelle-Écosse. La rencontre a été un peu organisée en fonction d'un appel qui nous avait, ou d'une demande qui nous avait été faite de la part de Lise Richard parce qu'elle sentait qu'il y avait peut-être un besoin d'avoir un échange entre les différents consultants et les personnes également intéressées par le projet Enfance en santé dans la période de développement des plans de services communautaires. Entre-temps, il y a eu quand même des changements qui se sont déroulés au cours des dernières semaines, là, surtout avant la période de Noël, parce qu'on a envisagé, suite à une consultation avec l'Agence de santé publique du Canada, de permettre que les provinces et territoires puissent soumettre des projets pour l'année 2019-2020 avant que soient complétés les plans de services communautaires en petite enfance en santé. Donc, je peux vous dire que pour le moment, j'ai reçu 5 projets pour l'année 2019-2020. Ils ont été acheminés à Ottawa pour l'étude. Ces projets-là, ce sont TNO qui touchent surtout des outils d'évaluation de dépistage. À la Colombie-Britannique pour une programmation pour un café à Victoria et puis le ressourcement des trousses bébés francophones et puis grandir. La Saskatchewan pour un projet qui touche de la formation en ligne pour les parents qui sont je dirais pas en difficulté, mais qui ont besoin d'aide pour leurs enfants. Le Manitoba qui travaille surtout de façon assez générale pour une programmation des enfants de 12 à 24 mois. En Alberta, c'est un projet pour le soutien aux parents avec des ressources pour le ressourcement et de la formation des personnes qui travaillent dans le milieu de la petite enfance. Donc, vous voyez quand même qu'il y a une variété de projets qui sont là. Je m'attends à recevoir plusieurs autres projets d'ici 1 ou 2 semaines. Maintenant, pour ce qui est des plans de services communautaires, j'en ai reçu un jusqu'à maintenant, c'est l'Alberta.
J'ai déjà eu des discussions déjà avec Paul sur certains ajustements qui seront peut-être nécessaires pour que le plan réponde plus adéquatement aux exigences de l'Agence de santé publique du Canada. Une des remarques que je pourrais faire là, tout de suite en partant, c'est que les plans avancent très bien, je pense, à travers le pays, à ce que les directions des réseaux me disent. Vous en êtes probablement beaucoup plus témoins parce que vous les consultants et ceux qui les accompagnent dans ces étapes-là savent exactement où vous en êtes. J'aimerais faire quand même une remarque préliminaire pour vous dire que il serait important que vous mettiez une emphase un peu plus un peu plus forte sur la question de l'échange des connaissances. Parce qu'un des objectifs de l'Agence de santé publique du Canada et un des objectifs du projet comme tel Petite enfance en santé qu'a déposé la Société santé en français porte sur l'importance de développer des connaissances qui pourront nous aider à faire avancer le dossier de la petite enfance en santé dans les prochaines années, surtout dans le contexte où présentement le projet est financé pour 3 ans, mais qu'éventuellement il pourrait être financé pour 2 années complémentaires, ce qui mettrait le projet, ce qui rendrait le projet un projet de 5 ans. Donc l'aspect de partage des connaissances, développement des connaissances ou dissémination, si on veut comme ça, devient importante. Et j'ai remarqué que surtout pour les projets de 2019-2020, quand je regarde les budgets, très peu de personnes ont inscrit du financement pour à la fois l'évaluation ou la dissémination de connaissances. Je comprends que pour l'année 2019-2020, c'est une période qui est très courte. On a une urgence de travailler assez rapidement pour réaliser ces projets-là. Mais pour les années 2020 à 2022, je pense qu'il faudra quand même mettre un peu plus d'aspect là-dessus. Roger, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Justement, oui. Par rapport à ça. En fait, on travaille justement avec la CNPF, puis peut-être que Richard pourra en parler un petit peu plus tard, ouais. On voudra rentrer plus à fond, mais juste pour vous dire qu'on travaille déjà avec la CNPF par rapport justement à aller chercher de meilleures connaissances, de bonnes pratique au niveau de la mobilisation des connaissances. Donc, il y aurait lieu d'avoir un appui et d'aller chercher une stratégie par rapport à ça pour outiller nos projets dans les prochaines années à venir. Fait que, oui, c'est ça, c'est d'étoffer nos plans de travail avec un élément de mobilisation des connaissances, mais on va pouvoir venir vous appuyer justement avec le travail qu'on va faire avec la CNPF. Corrige-moi si j'ai tort, là, Richard. Effectivement, c'est bien ça. Donc, tout comme on le fait là, un peu là, quand on a discuté du continuum Petite enfance et santé, on tentera là, de pouvoir partager justement certaines connaissances dans ce domaine-là, puis certainement s'inspirer aussi de ce qui va ressortir aussi du travail que vous faites présentement pour arrimer le tout dans une mécanique ou dans un mécanisme le plus cohérent possible et le plus accessible aussi, parce qu'on peut voir que des fois, au niveau de la transmission des connaissances, ça peut prendre différentes envergures. Donc, on s'assurera d'être le plus efficace possible là, dans l'échange des connaissances. D'accord. Donc, dans cette première étape de la rencontre, est-ce qu'il y a des questions que vous auriez, là, juste pour des questions d'éclaircissement, que vous auriez tout de suite comme ça? Là. Ici, Réseau Santé Colombie-Britannique. Bonjour à tous. Merci Roger pour cette réunion. Merci à nos consultants de s'être joints à la dernière minute. Ça n'avait pas été très clair la communication. Est-ce que tu pourrais refaire un point sur les dates de rendu? Ces dates qui ont changé, qui ont évolué,
On attendait un guide version 3. Moi, je soulève le point, Roger, et je sais que ça peut paraître parfois un peu fatigant, mais il y a un vrai enjeu de crédibilité au niveau de notre province. On a des acteurs qui sont très bien implantés sur la petite enfance, notamment la Fédération des parents, ce qui est très bien. Et donc, quand on arrive avec un plan de travail et un guide qui est relativement clair, avec des processus de validation au niveau des projets et autres, c'est très compliqué pour nous de justifier notre gestion, justement, quand les process sont pas forcément bien respectés au niveau des validations des projets. Notamment, et aussi sur les dates, on sait que le projet a commencé en retard, que ça a été compliqué de mettre tout le monde autour de la table. Mais juste, tu pourrais faire un petit wrap-up de là où on en est à date. On est le 5 février. Nous, on avait en tête le 6 janvier pour pour avoir le plan, finir les consultations en tout cas. D'où mes interrogations sur cette réunion, sur comment faire une consultation provinciale. Je pense qu'on a tous déjà bien avancé par rapport aux dates qui étaient annoncées en novembre. Donc voilà, faire un petit peu un point sur où on en est. Est-ce qu'il y a du nouveau par rapport à la SPC au niveau du transfert de fonds? Est-ce que par rapport à l'année 2, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué depuis tes derniers courriels? Merci. Donc, non, il n'y a pas rien qui a évolué. OK, les dates sont les mêmes pour la remise des plans de service. C'est le 1er mars comme étant la date butoir finale. Donc, il faut vraiment s'attendre à ce que les provinces et territoires nous remettent leurs plans aussi rapidement que possible avant cette date butoir du 1er mars. Pour les projets 2019-2020, comme je vous l'ai dit, on accepte les projets qui puissent arriver avant le 1er mars, de manière à accélérer toute la question du financement pour qu'on puisse dépenser le plus rapidement possible le 689 000 $ qui est là cette année pour les projets. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà 5 provinces qui m'ont donné des projets. Julien Gravel fait avancer l'approbation de ces projets-là et les financements, les accords de contribution. Donc, il y en a plusieurs qui ont déjà signé leur accord de contribution et qui avancent avec ça. Donc, les projets, il y a des provinces qui peuvent attendre jusqu'au 1er mars pour les 2019-2020 pour les faire les remettre, mais j'avoue que c'est plus facile présentement parce que ça prend quand même une semaine et demie avant qu'on ait procédé à l'étude des documents, que ça se rende à Ottawa, que ça puisse être regardé par les gens d'Ottawa, notamment Gabriel et puis Julien. Et à ce moment-là, Julien fait l'envoi des documents, des accords de contribution. Et puis, il y a quand même un processus aussi pour que les promoteurs fassent le travail qui est administratif là, pour obtenir les signatures que ça prend. Et ensuite, le financement arrive ensuite assez rapidement. D'accord. Roger, si tu peux me permettre, juste, en fait, moi, c'est plutôt sur l'année. Donc, l'année, on a compris, c'était très pressé, donc il n'y a pas eu de comité au niveau national. Il y a eu un examen juste au niveau d'Ottawa de la SSF. C'est normal parce que c'était très rapide le besoin. Pour l'année 2, est-ce que tu peux juste confirmer la date de rendu et qu'il y aura bien un examen où, comme c'était indiqué au début, ça devait passer par la SSF, puis par le comité national et la SPC. Est-ce que ça aura lieu aux années 2 et 3? Oui, l'année 2 et 3. Aussitôt que tout l'ensemble des plans vont nous parvenir, premièrement, on va regarder les plans parce que c'est ça qui va aller à Ottawa pour le comité de gestion nationale avant la fin mars. Suite à ça, et nous, on s'attend que que les provinces et territoires aient dépensé tout l'argent pour toute la mise en œuvre des plans d'action pour le 31 mars. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu personne qui m'a dit qu'il allait faire autrement. Pour les projets 2020 à 2022, on s'attend à ce que vous puissiez nous fournir l'ensemble de ces projets-là d'ici la fin juin 2020. Il est possible que vous n'ayez pas encore tout épuisé l'argent
pour 21-22 et ça, c'est possible. À ce moment-là, en 21-22, on pourra toujours regarder s'il vous reste des fonds et s'il est nécessaire pour vous de nous présenter d'autres projets par la suite. Du coup, il faut faire les. En fait, on avait compris lors d'un dernier appel qu'on pouvait faire l'année 2, par exemple, maintenant, là, en mars-avril, faire valider les projets de l'année 2 et faire les projets de l'année 3 plus tard pour laisser la chance à d'autres promoteurs de venir. Est-ce qu'on peut. Il faut quand même faire l'année 3 avant juin 2020. C'est préférable de nous remettre tout ça assez rapidement pour même les 3 années, là, même l'année 2 et l'année 3. Mais si vous n'êtes pas en mesure de le faire ou si vous avez une stratégie différente, il s'agit de nous en informer, puis on va fonctionner en fonction de ça. Moi, j'essaie de vous donner autant de marge de manœuvre que possible, de ne pas vous restreindre à vous dire, par cette date-ci, si vous n'avez pas remis ça, vous allez vous faire taper sur les doigts. Mais c'est vraiment pour savoir en fait comment on peut, parce que nous, on comptait vraiment faire l'année 2 et l'année 3 séparées parce qu'il y a des promoteurs qui nous ont dit que pour l'année prochaine, ils n'étaient pas prêts, mais qu'ils avaient des bonnes idées pour l'année d'après. Et c'était pour leur laisser une chance en fait d'avoir des promoteurs différents qui rentrent en année 3. Mais juin 2020, c'est déjà une bonne date. On peut le faire avant juin, l'année 3, mais c'est juste pour ne pas avoir à faire les deux d'un coup, pour laisser un peu plus le temps aux promoteurs justement d'avoir des bons projets bien finis. Si c'est la stratégie que vous adoptez dans votre province, on va fonctionner à partir de ça. D'accord, merci. En autant qu'il faut toujours s'assurer que les projets vont rentrer à l'intérieur du plan de service communautaire. On ne peut pas arriver à un moment donné avec quelque chose là, qui va vous arriver left field, comme on dit, là, et puis qui ne sera pas intégré. Donc, ça prend toujours l'intégration à l'intérieur du plan de service communautaire. Le plan de service communautaire, c'est un plan de service, ce n'est pas un plan de besoins, ce n'est pas une analyse des besoins. Il peut y avoir un constitué là-dedans, évidemment, parce que vous faites des sondages et tout ça, une analyse des besoins, mais c'est une priorisation des services à l'intérieur d'une période de temps donnée qui vous paraissent comme étant les plus importants au niveau stratégique à réaliser. Parce qu'il y a des manques à l'intérieur des programmations que vous avez pour desservir vos parents et vos clientèles. Et du coup, les plans, vous allez les valider. On vous les envoie pour avant le 1er mars, ça c'est prévu. Nous, on a déjà une version presque finale maintenant sur laquelle on va retravailler pendant les 15 prochains jours. Mais donc, vous avez jusqu'à fin mars au niveau de la SSF pour nous valider. Oui, on espère avant le 1er mars parce que ça fera beaucoup de... Quand je regarde les documents que je reçois, là, c'est assez épais là, à chaque fois. Là. Donc, Cépaline, ici en Alberta, j'ai une question. Tu as parlé qu'il y a des accords qui ont été signés, les accords avec les réseaux ou les accords avec des promoteurs? Les accords avec les promoteurs. Les accords avec les réseaux pour avancer avec la planification ont tous déjà été envoyés et signés. Oui, mais les accords, tu as dit qu'il y avait des accords qui avaient été faits. Est-ce que c'est des accords de promoteurs qui ont déjà été signés? Oui. Oh my, OK. Puis l'autre question, on a envoyé les projets. C'est quoi le deadline pour qu'on reçoive un retour là-dessus? Moi, c'est très rapide. Aujourd'hui, je viens justement si vous êtes de l'Alberta, là, je viens d'envoyer le projet de la Fédération des parents chez vous là, directement à Julien aujourd'hui. Là. OK, parfait. Donc, merci. Ça va se faire rapidement. Là. Parfait, merci. Moi, je veux juste revenir, Roger, sur ton point par rapport aux plans qui sont en développement et le fait de vouloir intégrer l'aspect du transfert de connaissances, etc. Je comprends que c'est utile, mais en même temps, moi, je me méfie un peu d'aller vers des projets, des plans qui rentrent dans des belles approches théoriques sur le transfert des connaissances, étant donné les montants d'argent qui sont quand même très, très modestes. Si je prends notre province, 70 000 $ par année pour tout le monde, c'est un peu difficile de développer, de pouvoir avoir un plan de transfert des connaissances. Alors, c'est quoi l'approche par rapport à ça, exactement? C'est juste que j'ai peur qu'on développe des plans qui soient des beaux éléphants blancs, mais qui ne soient pas réalistes. Oui, nous, on demande aux provinces et territoires d'arriver avec des initiatives quand même qui sont d'arriver avec des initiatives qui sont quand même assez larges
de pas amener un nombre de petites initiatives. Comme moi, à un moment donné, j'écrivais à quelqu'un, une initiative qui est moins de 15 000 là, c'est presque du temps perdu parce que c'est les exigences de reddition de comptes et tout ça. L'administration de l'entente de l'accord de contribution, c'est tellement exigeant que ça va au-delà de ce qui est viable pour un projet de cet ordre-là. Donc, il faut essayer de choisir stratégiquement des projets assez larges, mais qui vont contenir l'ensemble des aspects qui sont bien expliqués à l'intérieur du guide d'accompagnement. Il faut que ce soit des services qui sont concrets, qui sont destinés à la clientèle des enfants. Donc, il faut démontrer un impact directement. Et d'ailleurs, si vous regardez les documents que je vous ai envoyés concernant l'évaluation que demande l'ASPC, les documents qu'ils nous suggèrent, c'est vraiment des documents où ils veulent avoir c'est quoi les nombres des parents qui vont être touchés, c'est quoi le nombre d'enfants qui vont être touchés. Ils veulent, quel est l'aspect qui va être touché au niveau de la santé, au niveau de la promotion de la santé. Donc, ils veulent que ce soit très concret, que ça touche directement les parents et leurs enfants ou les personnes qui travaillent dans le milieu de la petite enfance. Donc, c'est un peu la réponse que je donne. Je sais que ce n'est pas énormément d'argent, mais je pense qu'il faut utiliser l'argent de façon stratégique sur des projets où vraiment il y a un besoin criant au niveau de l'aide à la clientèle de la petite enfance en santé. Roger? Oui. Barbara ici, parce que j'avais demandé la parole, ça fait un bon bout, puis vous n'avez pas l'air à lire les boîtes de dialogue, que j'ai décidé de dialoguer en direct. Ah, OK. Excuse-moi. Non, pas de problème, c'est pas en personne à s'excuser. Moi, je voulais donner l'information que il y aura 3 promoteurs au Nouveau-Brunswick pour le moment. Ils sont en train de développer leurs demandes. Vous devriez les avoir pour le milieu de la semaine prochaine. Est-ce que j'ai besoin de vous dire c'est qui? C'est quoi? Non. OK, parce que tu avais donné des détails sur les autres. Je voulais dire à Benjamin, juste pour revenir là-dessus, ne prenez pas pour acquis que les consultations sont faites partout, que les forums sont faits partout. Et tout ça, des fois, j'ai l'impression dans ce projet-là qu'on fait la fin avant ce qui aurait dû être le commencement. Parce que les accords de contribution entre les réseaux et la Société santé en français n'ont pas tous été signés en même temps. Dans notre cas, par exemple, ça a été assez tardif, puis on n'a pas besoin d'aller à comment ça se fait, là, mais toujours est-il. Puis moi, Roger, je vais réagir fortement à quand tu dis ça prend un plan des services. Quand toutes les balises de l'Agence de santé publique du Canada, on parlait d'un plan communautaire pour la santé de la petite enfance, puis tout d'un coup, la SSF et le Comité national a amené la notion de service, un programme, une activité, c'est aussi des services, ça fait qu'il faut juste faire attention. Nous, on a toujours parlé d'un plan communautaire pour la santé de la petite enfance, parce que quand on parle de services, on s'en va directement dans les affaires gouvernementales qui voudront après avoir le financement. Et l'intention de ce projet ici, si je ne m'abuse, ayant été sur le comité conseil qui a amené à son développement, était pour doter les communautés de facilités parce qu'on disait que les appareils gouvernementaux en avaient quand même assez. Puis ils ne qualifiaient pas pour le financement. C'est juste ça que je voulais dire, puis merci pour l'information sur le 30 juin. Je veux seulement vous dire que Élise demandait dans la boîte si le gabarit pour le projet a été circulé. Et peut-être, Roger, que ça pourrait être une bonne idée que tous les formulaires et tout ça, que tu nous informes où ils sont, ou qu'ils soient à nouveau circulés au réseau. Je m'attends. OK. Donc, moi, j'avais déjà répondu sur la question des plans communautaires et les plans de services communautaires. Pour moi, écoutez, c'est un peu la même chose parce que c'est, évidemment, on parle de plans de services communautaires, donc on ne parle pas de services publics. Et c'est des plans communautaires à la petite enfance. Donc,
sans vouloir couper les cheveux en quatre, il n'y a pas énormément de différence entre les deux dans ma perception à moi. Mais la définition qui a été donnée et qui a été présentée à l'Agence de santé publique dans le cadre du projet, c'est celle de plan de service communautaire et c'est celle que j'utilise comme telle là-dessus. Mais je comprends la préoccupation qui a eu lieu par rapport à ça. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Je pense que j'avais vu Sandra Saint-Laurent qui avait levé la main. Peux-tu donner l'information pour les gabarits de projet à la demande d'Élise, s'il te plaît, Roger? Écoutez, ça, oui, si vous voulez, moi, la demande, écoutez, moi, quand il s'agit d'un projet, là, je dois vous dire qu'il y a 4 documents qui sont importants pour moi à recevoir quand on reçoit un projet de promoteur. Un, c'est la demande de proposition de projet. Et si vous ne l'avez pas, je vais vous en faire parvenir. C'est ensuite la fiche de projet. Puis s'il y en a qui se demandent pourquoi est-ce qu'on a une fiche de projet en plus d'une demande, c'est que la fiche de projet, c'est une version, je dirais, résumée du projet comme tel, mais la demande de projet contient des informations qui sont plus d'ordre administratif également, mais qui contiennent le plan et tout ça et qui répondent vraiment aux exigences que l'Agence de santé publique demande. La fiche est là parce c'est probablement le document qui va être présenté au comité de gestion nationale pour leur dire quels sont les projets, parce qu'on ne va pas leur faire parvenir toutes les demandes de proposition, ça serait énorme. Le 3e document, c'est le budget. Et le 4e document, c'est la grille d'analyse qui, sur une page, vous pose 6 questions par rapport aux critères et qui doivent être répondues de façon assez brève sur 4 et 5 lignes pour chacun des critères, à savoir est-ce que vous avez reconnu. Et la grille d'évaluation, elle est faite pas par le promoteur, elle est faite par le réseau et ses partenaires pour évaluer le projet de manière à ce que quand le projet monte à Ottawa et au comité de gestion, qu'on soit assuré que ce projet-là a déjà été analysé par la province, ses partenaires et le réseau et qu'il répond à l'ensemble des critères, l'admissibilité, le fait qu'il est intégré au plan de services communautaires. Évidemment, pour cette année, les projets de 2009-2010, on sait qu'ils ne seront pas intégrés parce que le plan n'est pas encore complété, mais on a seulement qu'à dire à ce moment-là, il va l'être intégré. Ensuite, il y a les critères qui touchent le fait que est-ce que le promoteur a participé à la concertation avec les organismes, et puis est-ce que c'est un projet SMART? Est-ce qu'il est réaliste à l'intérieur des échéances? Est-ce qu'il est réaliste en termes financiers? Est-ce qu'il est réaliste en termes d'objectifs, etc., etc. Donc, c'est assez simple comme formule en termes. Mais pour moi, pour qu'un dossier soit complet, j'ai besoin de ces 4 documents-là pour un projet de promoteur. Est-ce que je réponds à cette question-là? Là? Ceux qui, pour le bénéfice de tout le monde, je vais faire un envoi avec ces 4 documents-là et s'il y a d'autres informations importantes que vous aurez besoin, je vous les communiquerai également. Est-ce que je pourrais poser une question? Oui. La fiche de projet et finalement la proposition de projet peut différer parce que, après avoir reçu la fiche de projet, nos discussions avec le promoteur les a amenés à faire des changements considérables même dans la proposition de projet. Alors, si tu dis que tu vas envoyer, que la fiche de projet, c'est le résumé de la proposition, c'est pas pareil chez nous parce qu'il y a des projets. La fiche de projet a été le début, mais la fin, la proposition est différente. Ouais. Alors, est-ce que ça va affecter la demande? Ça ne va pas affecter la demande, mais à un moment donné, moi, je vais vous demander que le promoteur puisse apporter les modifications à sa fiche parce que lorsqu'on va la mettre en ligne ou qu'on va la présenter,
la fiche de projet devrait représenter ce que la demande de proposition indique comme étant le projet. OK. Sandra, je te remets toujours en arrière, là. Je ne sais plus où tu es, là. Ah, tu es là, je te vois. Tu es sous silence, là. OK. J'avais quelques questions. Une, c'était dans le cas où, parce que là, je vois les 4 documents, puis quand que, moi, vous m'aviez fait parvenir un exemple, là, puis dans le cas où c'est le promoteur, c'est le réseau qui est promoteur, c'est qui doit signer la grille d'analyse? C'est parce que moi, l'exemple que j'ai, ça ne semble pas être une grille d'analyse. C'est peut-être pour ça. Là. La grille d'analyse, c'est l'annexe F dans le guide d'accompagnement. OK. C'est parce que moi, j'ai un document qui n'est pas ça, là, qui est juste un document de présentation d'un réseau, mais qui appuie la demande de son promoteur. C'est peut-être ça. C'est juste que ça ne s'applique pas pour moi. Je pense que c'est ce que je viens de comprendre. Puis, écoutez, je vais envoyer, je vais vous réenvoyer la demande, la fiche, le budget et l'annexe F séparés du guide d'accompagnement. Comme ça, vous allez les avoir comme étant un tout. Oui, OK, parfait. Ça va répondre à ma question. Donc, tout ça, c'est pour envoi le plus rapidement possible. C'est ce que je comprends parce que le temps d'évaluation est de 1 semaine à peu près. C'est ce que je comprends? Oui. Roger, tu pourras envoyer une version 3 du guide aussi prochainement? Je considère qu'il n'y a pas de changement majeur, à part le fait qu'on a changé les dates pour l'année 2019-2020. Il est quand même exactement bien comme il est. Donc, je vais peut-être le regarder à nouveau et je vais voir s'il y a matière à vous envoyer une version 3. Mais c'est parce que j'hésite à envoyer d'autres versions pour ne pas mélanger les gens parce que pour moi, la version 2.2, c'est la version comme c'est là qui fonctionne. Et si j'envoie une version 3… Oui, je comprends tout à fait. Il ne faut pas mélanger les gens, mais si tu as un document écrit de référence qui est un guide avec une certaine date, qui a ensuite un courriel que tu envoies à certaines personnes ou des cafés virtuels où les partenaires ne sont pas là, et que nous, on se retrouve à défendre des dates qui sont plus les mêmes, moi, ça me pose un vrai problème de crédibilité dans ma province. Parce que mon seul argument tangible pour argumenter sur nos projets, c'est le guide. Donc, c'est là où ça me pose vraiment problème. Donc, si tu peux juste renvoyer une version du guide avec les dates mises à jour, je te remercie beaucoup. Ça me changerait la vie localement. D'accord. Écoute, je vais me pencher là-dessus. Est-ce qu'il y a je peux-tu te faire une suggestion, Roger? S'il y a une page qui parle seulement des dates, tu peux envoyer juste seulement cette page-là et indiquer « Veuillez changer telle page du guide, cette nouvelle page-là, remplace celle-ci, blablabla. » Alors, envoyez pas le document complet, non? Ben, c'est ça où j'indiquerai de manière à ce que les gens ne soient pas obligés de tout relire le guide pour savoir où il y a eu des changements. Ouais, j'irai tout simplement là, aller à telle page, c'est là qu'il y a eu des changements. Et puis, de manière à ne pas amener les gens à dire, ben là, il faut que je me paye une autre lecture d'une heure de 30 pages, d'un document de 30 pages. D'accord? Roger, c'est André Lalonde. Oui, André. Le guide dit très bien qu'il doit y avoir un soutien au mécanisme de concertation qui a été mis en place et même le renforcement de ce mécanisme-là. Est-ce que ce genre de proposition ou de projet à l'intérieur du plan est acceptable? Je ne suis pas certain de comprendre ta question dans le sens où alors, quelle est l'application de la question à ta comme telle. Peux-tu expliquer un peu plus, s'il vous plaît? Pour la préparation du plan de service communautaire et éventuellement les demandes par des proposeurs de projets, on demande des partenariats, on demande une concertation, on demande aux gens de travailler ensemble.
Et le guide dit le mécanisme ou les mécanismes que vous allez utiliser de concertation doivent être soutenus après les demandes. La concertation ne s'arrête pas avec la demande ou avec même l'adoption du projet. Oui, tu as raison. Est-ce que c'est possible d'insérer dans le plan de services communautaires une stratégie pour continuer et renforcer la concertation, autant sur le plan provincial que sur le plan local? Absolument. Absolument, absolument. Écoute, les réseaux se font financer pour les 3 années pour gérer la concertation avec les partenaires. Donc, ils vont recevoir des ressources financières là-dessus pendant l'année 2 et l'année 3 des projets. Et puis, le plan communautaire, effectivement, doit contenir certains mécanismes qui vont permettre aux différents partenaires d'appuyer les promoteurs de la santé dans leurs projets, tant au niveau provincial. Et tout ça, ça fait partie un peu on a le maintien des partenariats, mais le maintien des partenariats aussi qui va soutenir tout l'échange des connaissances. Voilà, voilà. Et ça, c'est très pertinent par rapport au développement des plans de services communautaires. Merci. Parce que si on développe des projets et que c'est des projets ponctuels, ça devient et qu'il n'y a plus de suivi par la suite, c'est des coups d'épée dans l'eau. Ça veut dire qu'on fait une intervention. Oui, ça va servir à des gens, mais ça ne sert pas par la suite à ceux qui ont mis en place les projets à aller plus loin que seulement le projet qu'ils ont fait. Il faut qu'ils puissent apprendre et puis apprendre aussi à développer des stratégies de durabilité de leur projet ou des interventions qu'ils vont faire. Je pense que c'est clair un peu dans les attentes qui sont celles de la Société Santé en français et de celles de l'Agence de santé publique, qu'il doit y avoir de la durabilité, que les partenariats sont essentiels, que l'échange des connaissances aussi sont essentiels parce que ça fait partie d'une stratégie de promotion de la santé. Toute la question du développement et de l'échange de connaissances. Pour moi, pour avoir fait partie de projets avec l'Agence de santé publique, c'est fondamental. On pense toujours qu'il doit y avoir au moins un 5 à 10 des ressources qui sont utilisées pour ça directement. Roger? Oui. Excuse-moi, Frédéric, j'ai vu ton doigt, désolé. Juste pour intervenir sur ton point, ça veut donc dire qu'un partenaire qui nous dit il n'y a pas assez d'argent, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et malheureusement, on ne changera pas le monde avec ces quelques argents et ce partage de connaissances, on peut lui répondre que c'est mandaté par l'Agence de santé publique d'aller faire ce partage et d'aller engager d'autres partenaires, notamment locaux. Absolument. C'est pas seulement mandaté par l'Agence de santé publique, c'est mandaté par la Société Santé en français. C'est ça, d'accord. Donc, merci. Mais c'est le rôle des réseaux de faire le lien. C'est le rôle du réseau. Oui. Tout à fait. Donc ça, dans le guide aussi, ça aide que ce soit souligné et répété. Parce que quand on le dit, on n'est pas écouté par la Fédération des parents localement. C'est un vrai enjeu. Ouais. Mais je pense que moi, c'est pas le rôle des réseaux de faire le lien. C'est le rôle de chaque promoteur de maintenir le lien avec l'ensemble des intervenants en petite enfance. Et je me demande s'il n'y a pas besoin de renforcer au niveau des promoteurs, quels qu'ils soient, cette importance-là. C'est-à-dire, on ne veut pas qu'il y ait un promoteur qui a eu ses sous par rapport à un projet et qui dit « Ok, bon, j'ai eu mon argent et maintenant les intervenants, l'ensemble des intervenants de petite enfance, je leur dois rien. » Donc, je pense qu'il faut vraiment... Il ne faut pas considérer que c'est juste les réseaux qui doivent maintenir ce lien-là. Il faut que les promoteurs comprennent ce rôle-là et qui doivent maintenir leur collaboration avec l'ensemble des intervenants. Très bien dit.
OK, ça fait 45 minutes là, qu'on parle un peu en matière d'introduction, là. Il nous reste un autre 45 minutes, là. Et moi, j'aimerais avoir un peu plus une idée de ce qui se passe dans la tête des personnes qui sont les consultants et un peu de voir quels sont le type d'intervention qu'ils ont prévu et qui pourrait servir aux autres consultants. Et puis, cette discussion-là me paraît importante. Donc, je ne sais pas s'il y a un consultant qui serait prêt à se mettre volontaire là, pour dire un peu comment il approche un peu toute cette notion-là du développement des plans de services communautaires. Marcel va y aller. Bien, la façon qu'on l'a approché ici, c'est qu'on s'est dit, étant donné les limites de temps un peu exagérées et les exigences assez poussées de la part de l'ASPEC, on s'est dit, bien, on va avancer avec une stratégie qui est le plus englobante possible. Alors, nous, on a entrepris différentes démarches pour essayer de justement rejoindre le plus grand nombre d'intervenants possible. Alors, ce qu'on a fait, c'est, puis je pense que Paul a partagé avec ses collègues à travers l'Ouest, du moins, notre stratégie, c'était d'utiliser soit des conférences Zoom, des sondages et aussi d'amener les 4 autres partenaires, l'équivalent du groupe national, mais en province, ensemble pour justement les concerter, les partenaires, les inclure dans la planification et le développement du plan. On a essayé d'être aussi efficace que possible. On a aussi identifié les sondages. On a fait des sondages auprès des organismes, 36 organismes ici en Alberta et auprès de 3666 parents par l'entremise de nos partenaires, la Fédération des parents francophones et 2 centres d'appui familial. Alors, ce que ça a fait, c'est que ça a fait une couple de choses. Ça nous a donné une idée des besoins, des enjeux, un peu pour confirmer ou d'ajouter à nos connaissances. Mais aussi, ça permet de sensibiliser une vaste population qui n'aurait peut-être pas été sensibilisée à toute la question de petite enfance en santé. Alors, on s'est dit, avec cette approche-là et aussi avec la bonne entente et la bonne coopération et collaboration de nos partenaires du groupe de travail en petite enfance ici en Alberta, on a pu, je pense, accélérer notre travail pour justement essayer d'arriver à remettre quelque chose de qualité qui, on se dit, peut-être a besoin d'être un peu fignolé, puis ça c'est correct, mais au moins qui fait avancer le dossier ici. Avec la discussion aujourd'hui, je vois qu'il y a une couple de choses qu'il va falloir justement faire des suivis avec nos promoteurs et aussi même quelques ajustements à l'intérieur de notre plan, mais c'est à peu près là où on est rendu. On se dit très fiers des projets qu'on a reçus. C'est une variété qui répond à différents besoins, que ce soit nos populations immigrantes ou nos populations en milieu rural ou semi-urbaine. Alors, on aime beaucoup qu'on touche l'ensemble de la province avec les projets qu'on a reçus. Et ouais, je pense que à ce point-ci, on est très confiant avec les résultats qu'on peut justement aller chercher avec les peu d'argent qui vont être distribués en Alberta du moins. Oui. Merci Marcel. Et puis, je dois dire qu'eux, ils se sont concentrés sur 4 projets. Un projet pour cette année et 3 projets pour les 2 prochaines années par la suite. Ce qui est très bien parce que ça encadre assez bien et toutes les interventions. Et ce sont des organismes communautaires qui sont engagés comme promoteurs. On peut poser des questions, Roger, sur le projet, sur l'approche? Oui, brièvement là. Hein. Très rapidement. Marcel et Richard, je crois que tu es en Alberta aussi. Comment vous avez réussi à toucher 3600 parents et 36 organismes avec votre fédération de parents, alors qu'en Colombie-Britannique, on a réussi à avoir 8 parents?
Quelle est l'approche qui fait qu'une fédération des parents provinciale va être plus intéressée ou pas par le projet ou arriver à mobiliser ses membres? On était chanceux, nous autres, au départ, parce que notre comité à ce niveau-là existait déjà. Le réseau santé s'était joint à un comité qui incluait la Fédération des parents, le Campus Saint-Jean pour le centre collégial et le Conseil de développement économique de l'Alberta. Et nous avons ajouté, évidemment, la Fédération des conseils scolaires de l'Alberta à ce groupe-là. Ça, c'était notre comité. Et puis, nous avons aussi l'avantage de tous ces organismes-là, leur bureau est ici à la Cité francophone ou de l'autre côté de la rue pour le Campus Saint-Jean, ce qui a facilité les rencontres. Et ensuite, ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est que la Fédération des parents, le Centre d'appui familial de Calgary, et d'ailleurs, j'avais en novembre amené la directrice de ce centre-là de Calgary à Ottawa pour les rencontres à Ottawa, et aussi l'Institut Guy Lacombe, qui est ici à Edmonton, ont accès à un membership étendu à travers la province. Alors, c'est là qu'on est allé chercher les 3600 quelques parents. Ce sont les membres de la Fédération des parents, le Centre d'appui familial de Calgary, l'Institut Guy Lacombe. Et ça nous a permis d'envoyer à ces gens-là un sondage intéressant et considérable pour que l'on puisse connaître la perception des parents. Merci beaucoup, Paul, pour cette précision. La situation ici, c'est qu'on a exactement le même comité, exactement les mêmes acteurs et qu'on est exactement au même endroit. Donc, on a les mêmes nombres de rencontres et la même approche provinciale avec les membres. C'est pour ça que ça nous étonne beaucoup des résultats qu'on a pu avoir chez nous et les efforts que le réseau santé a dû déployer pour aller toucher des parents via des Facebook ou via d'autres réseaux, parce qu'avec travers la Fédération des parents, on n'arrivait pas à toucher leurs membres. Donc, merci beaucoup de ces précisions. Ça veut dire qu'il y a bien des provinces où ça fonctionne et que les projets provinciaux, en tout cas, on est très content d'avoir des approches qui sont globales plutôt que trop locales. Merci. Merci. Et si je peux juste ajouter, on a envoyé ça à 3666 parents par l'entremise de nos partenaires, puis on a eu un taux de retour d'à peu près 150 parents qui ont répondu à notre sondage. Dans un délai de moins de 7 jours. Oui. Dans un délai de réponse de moins de 7 jours. Juste avant les fêtes. Et le questionnaire qu'on a envoyé à 36 organismes, on a eu 33% de retour. Parfait. Est-ce qu'il y a un autre consultant là, qui voudrait sauter sur l'arène? Là? On peut y aller ici au Manitoba. Alors, au Manitoba... c'est Francine Deroche qui est au Manitoba. Oui, excuse, Francine Deroche, consultante avec le projet ici au Manitoba. Oui. Alors, ici au Manitoba aussi, on est choyé qu'il y a une coalition francophone de la petite enfance qui est en branle depuis plusieurs années, qui fonctionne très bien. Donc, le réseau Santé en français travaille avec la Fédération des parents du Manitoba, la division scolaire franco-manitobaine et aussi notre organisme porte-parole, la Société de la francophonie manitobaine. Alors, essentiellement, pour consulter les gens, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a amené des sondages en ligne auprès des parents et des intervenants qu'on a diffusés grâce au réseau de santé en français de la Fédération des parents et aussi de la division scolaire franco-manitobaine. Et aussi, on a 16 centres pour la petite enfance et la famille qui existent à travers le Manitoba. Ils ont été vraiment des acteurs importants pour nous permettre de rejoindre les intervenants et aussi les parents. Alors, à partir des résultats des 2 sondages, on a développé une synthèse qui met en perspective un peu les capacités, les besoins, les moyens d'action qui ont été avancés dans les résultats. Et puis, de là, on a dégagé 3 priorités d'avenir. Et finalement, cette synthèse-là va être le tremplin pour un atelier de travail qui regroupe les intervenants, en effet, ce vendredi. Et ça va être l'occasion de bonifier un peu qu'est-ce qu'on a pu constater des sondages. Et ce sera aussi une occasion, à partir des priorités d'avenir, d'apporter les intervenants à identifier les projets prioritaires
qui sont alignés avec ces priorités-là et aussi de développer des plans d'action, des pistes de plans d'action pour ces projets prioritaires-là. Alors, c'est ça la démarche. Alors, suite à cette rencontre-là, on aura une ébauche du plan qui sera bonifié et approuvé par le comité de pilotage ici au Manitoba. Parfait, merci. Je vais aller aussi. Qui veut parler, là? Maurice, ici, Maurice Chesson. Okay. Oui, vas-y, Maurice. En fait, de mon côté, en fait, c'est que mes services ont été retenus par l'île Prince-Édouard et par la Saskatchewan. Et je vais vous parler peut-être d'abord un peu là, du déroulement du côté de la Saskatchewan. Grosso modo, comme première étape, ça avait été effectivement d'abord de mettre sur pied un comité, là, formé d'intervenants communautaires et d'intervenants gouvernementaux, d'une part. Deuxièmement, ça a été de faire une commande justement de données statistiques là, auprès de Statistique Canada. D'ailleurs, je remercie Miliendo là, qui avait déjà fait une commande quelques mois ou quelques semaines plus tôt. Donc, ça m'a permis, à partir de la commande de Mylène, de regarder un peu les éléments à prendre en considération dans une demande pour la Saskatchewan. Également, il y a quelques entrevues qui ont été faites, d'une part de la Saskatchewan, notamment auprès de pédiatres, pour comprendre un peu aussi qu'est-ce qu'on entend par la santé des 0 à 6 ans et quels éléments à prendre en considération. Par la suite, on a tenu justement des forums régionaux. 3 forums régionaux ont eu lieu. Au total, une trentaine de participants, 30-35 participants lors de ces forums-là. Un qui a eu lieu à Prince-Albert, un autre à Saskatoon et un autre à Regina. Suivi justement de ces forums régionaux-là, on a fait parvenir, en fait, lundi, il y a un sondage qui a été envoyé à l'ensemble des parents, mais aussi à l'ensemble des intervenants. Ce sondage qui va rester en ligne durant une dizaine de jours et jusqu'au 12 février. Par la suite, il y a un forum justement provincial qui est prévu à Saskatoon le 26 février, où on va faire le point, où on va présenter justement le résultat de nos consultations et aussi déjà de dresser les orientations et les principales actions qui devraient se trouver dans la stratégie. Et par la suite, pour vous déposer justement la stratégie au plus tard, le 1er mars. Du côté justement du processus, côté de l'île Prince-Édouard, ça c'est sensiblement le même processus là. D'abord, un comité qui a été mis sur pied là. D'ailleurs, on a eu une première rencontre qui était juste avant les fêtes. Ce comité-là, fourni d'intervenants communautaires gouvernementaux, se rencontre à nouveau justement le 18 février prochain. Et dans le cadre de ce processus-là, il y avait aussi la question d'obtenir des données statistiques là, sur justement des données par rapport à cette clientèle-là des 0 et 6 ans, et aussi dans quel contexte que ces 0 et 6 ans se retrouvent au niveau contexte économique, du niveau scolarité des parents, et ainsi de suite. Encore là, ça a été suite à la demande de Mylène qui m'a permis j'ai à peu près le même cas de la demande que Miliendo a fait. Par la suite, justement, on a fait un ensemble d'entrevues dans ce cas-là auprès justement de fonctionnaires de la fonction publique et aussi une recherche aussi qu'on a fait pour comprendre quels étaient les services qui étaient offerts par le gouvernement provincial auprès des 0 à 6 ans et quels étaient les services en français qui étaient offerts justement auprès de cette clientèle-là des 0 à 6 ans et leurs parents. Suite à ça, on a tenu effectivement également des forums régionaux sur la base de 6 régions, l'île du Prince-Édouard. Au total, aussi plus d'une trentaine de parents et d'intervenants ont participé à ces forums-là. On a tenu encore là 6 forums. On a aussi envoyé un sondage cette semaine qui est parti, justement, qui va être en ligne pour une dizaine de jours. Remarquez que les forums, autant en Saskatchewan que les forums en île Prince-Édouard, nous ont permis, de bien, bonifier le questionnaire, d'une part, de bien monter le questionnaire. Des éléments des forums qui sont ressortis, qu'on a pris en considération dans les questionnaires, autant en Saskatchewan qu'à l'île Prince-Édouard. Suivant effectivement ce sondage du côté de l'île, va rester en ligne jusqu'au 12 février. Par la suite, on prévoit justement un forum provincial également à l'île, qui est prévu pour le 22 février. Où encore une fois, qu'on va présenter les résultats de nos recherches, les besoins encore là qui ont été exprimés lors des consultations, puis aussi les grandes orientations que pourraient se retrouver dans la stratégie. Et par la suite, en espérant qu'on pourra respecter la date du 1er mars pour le dépôt d'une stratégie qui va répondre justement à vos attentes. Donc, c'est ça grosso modo. Je vous avoue que ça a été intéressant de travailler sur ces 2 dossiers-là. Parce que j'ai animé justement une partie des forums à l'île, j'ai animé les forums du côté de la Saskatchewan, j'ai fait la recherche dans les 2 dossiers. Puis à un moment donné, il y a des éléments qui ressortent dans Saskatchewan aussi que tu peux quand même des éléments de réflexion du côté de l'île et vice-versa.
Mais encore là, il y a quand même des réalités au niveau des deux provinces qui sont quelque peu quand même différentes. Il faut penser en considération, bien entendu, en bout de ligne, dans les stratégies qui vont être adoptées. Donc, c'est ça pour nous de notre côté. Merci. Une question. Est-ce que vous avez parlé du plan de service, mais est-ce que vous avez des projets qui sont en construction? Oui. Ben, c'est-à-dire que pour l'année 2019-2020, d'ailleurs, il y a déjà effectivement, du coup de la Saskatchewan, il a déjà déposé un projet là, pour cette année-là. Du côté de l'île Prince-Édouard, ça va arriver incessamment. On a déjà discuté de ce projet-là lors de la première rencontre avant Noël avec les comités. Là, on se revoit le 18 février prochain côté de l'île avec les comités, là, puis ils vont sûrement, à partir de là, voir à prioriser, à s'assurer qu'il y a un projet qui va être envoyé incessamment là, pour la première année. Pour la deuxième et la troisième année, je vous avoue qu'il y a quand même eu un ensemble, je dirais, d'actions ou d'éléments qui ont sorti lors des forums, mais peut-être pas de façon concrète, je dirais, des projets. Pour la deuxième, la troisième année, la quatrième et la cinquième. Mais pour la première, il y a déjà eu des discussions qui ont été faites. Puis encore une fois, comme je l'ai mentionné, il y a déjà la Saskatchewan qui a envoyé justement leur projet pour l'année 2019-2020 là, en rejet. Bon? Peut-être pour préciser, c'était un peu un choix des gens qui sont autour de la table en petite enfance, qui existaient déjà chez nous, mais auxquels on a rajouté pour certaines rencontres des gens du gouvernement simplement pour voir un peu leur feedback par rapport à ce qui existe, qui se fait en petite enfance en milieu majoritaire. Mais c'était vraiment une décision voulue de dire on ne va pas concentrer sur les projets des années 2 et 3 parce qu'on veut vraiment que ces projets-là soient des choses qui vont rentrer dans le plan. Donc, on voulait pas se lancer là-dedans. On a pris la décision commune que on était prêt à avoir des projets pour l'année 1 pour le moment. Ça. Je ne sais pas si du côté de l'île Prince-Édouard, si Élise et Karine ont des choses à ajouter par rapport au projet du côté de l'île Prince-Édouard, du moins pour l'année, pour la première année, ou peut-être pour les autres. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Je vois que Karine est là, puis je vois qu'Élise est là maintenant, qui se joint à nous aussi depuis un certain temps. Là. Oui, j'ai fini de manger mon sandwich. Oui, pour l'île Prince-Édouard, on en a discuté lorsque le comité s'est rencontré, puis on a dit qu'on allait voir ce que ça allait donner au niveau des consultations au niveau régional. Puis, on a comme un projet qu'on dit dans notre poche de fesses que pour la première année, on pense que ce serait quelque chose qu'on pourrait mettre de l'avant. Puis, entre autres, c'est une série de trousses qui sont déjà développées. Puis là, j'attends une confirmation de Madame du Yukon parce qu'il y avait beaucoup d'intérêt de notre part ici d'utiliser cette trousse-là, ces outils-là, l'adapter à l'île du Prince-Édouard. Puis, il y a des gens du ministère qui sont intéressés d'utiliser la trousse puis former les éducateurs, les éducatrices. Ça serait ça la première année, c'est de outiller les centres de petite enfance puis Cap Enfant avec un ensemble de trousses qui est développé sur tous les sujets qui concernent la santé, de l'environnement, le deuil, l'anxiété, la nutrition, etc. là. D'accord, merci. Je vais peut-être demander à Mylène, je ne sais pas si elle m'écoute. Si tu me permets, je pourrais-tu juste faire un petit ajout par rapport à la démarche à l'île? Oui. C'est qu'en fait, on a le gouvernement à la table avec nous, comme dans la majorité de nos projets à l'île, vu notre nature communautaire gouvernementale. Puis, dans nos démarches, on priorise, oui, les projets, mais on est aussi en train d'influencer un peu le système, de mettre au point aussi, parce qu'il y a plusieurs gens qui ne savaient même pas quel service était disponible en français. Fait que, oui, on aura dans notre plan tout ce qui est communautaire, mais aussi probablement des engagements des ministères. Parfait, c'est excellent ça. Je vais demander à Mylène, parce que Mylène, c'est un peu à la demande de Lise Richard qu'on a fait cette rencontre-là, puis Mylène avait mis de l'avant une initiative sur laquelle vient de parler Maurice tout à l'heure, c'est celle d'avoir fait une recherche auprès de Statistique Canada, puis un peu peut-être nous expliquer, en profiter pour nous expliquer les processus qu'elle met de l'avant avec la Nouvelle-Écosse et puis la Terre-Neuve et Labrador, mais aussi un peu...
Roger, je prends pour acquis que tu parles de Milendo parce qu'on a une Oui. Mylène aussi. OK. Oui. Oui, c'est Milendo. Merci. Milendo, pardon. Est-ce que Mylène, parce que ton microphone est fermé. Donc, bon, peut-être qu'on reviendra à Mylène. Je ne sais pas si... Roger, je pense qu'il y a une Mylène au Nouveau-Brunswick, puis il y a une Mylène Do. Mais est-ce que Mylène Do est avec nous? Mylène Do est avec nous parce que j'ai dit bonjour tantôt. Ça fait qu'elle était là. Ça se peut qu'elle ait sorti quelques minutes. Ouais. Fait que peut-être qu'on peut passer à autre chose puis revenir à Mylène. OK, j'ai André et Lise. Oui. Étant donné que je vous vois là. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du processus que vous mettez de l'avant? Oui, avec plaisir. Nous, d'abord, on a fait une analyse documentaire pour un peu dresser l'état, le contexte législatif et politique en Colombie-Britannique en ce qui a trait au français là-bas, à la langue française d'abord, au service à la petite enfance. Qu'est-ce qui existe en anglais du côté provincial. On a aussi, pour établir un peu des statistiques aussi sur le profil, le nombre de parlants français et ainsi de suite en Colombie-Britannique. On a aussi fait le tour de sites Internet des autres provinces et territoires et à l'intérieur de la Colombie-Britannique pour voir quelles sont les pratiques, quelles sont les initiatives, les projets qui existent présentement au service de la petite enfance. On a aussi développé 2 sondages, un qui a été diffusé auprès des parents dans les 2 langues officielles parce qu'il y a beaucoup d'exogamie là-bas. Et puis, ça a été diffusé au début janvier jusqu'au 30 janvier. Puis on a eu 115 réponses de la part des parents. Ensuite, un sondage qui a été envoyé aux intervenants en petite enfance. Donc, dans les garderies, dans les écoles, les prématernelles, les associations de parents-élèves, et ainsi de suite. Et puis, ça a suscité 89 réponses. On a aussi fait des entrevues individuelles avec une dizaine de personnes, des intervenants sur le plan provincial auprès de la petite enfance, puis quelques-unes avec des intervenants plus locaux. On a aussi fait des consultations en personne dans 4 régions en Colombie-Britannique qui ont regroupé des directions générales d'associations francophones, par exemple, des éducatrices en petite enfance, du personnel enseignant. On est allé rencontrer le conseil scolaire, le directeur du conseil scolaire et son équipe, Éducacentre. Et puis, là, on était à peu près à 1 heure d'envoyer le plan de service communautaire à Benjamin et à Céline. Puis nous, ce qu'on sort de tout ça, c'est 5 grands axes d'intervention dans le plan. OK? Donc, un qui est accès à une gamme de services en petite enfance francophone. Puis l'approche, le principe derrière ça, c'est beaucoup de bâtir sur les acquis, sur qu'est-ce qui existe présentement, et puis de relancer, d'enrichir, bonifier, d'étendre, puis de promouvoir. Toute la question d'accès à des professionnels d'expression française, d'augmenter le nombre de professionnels d'expression française. Toute la question de la concertation et de la coordination. Il y a vraiment en Colombie-Britannique une alliance du côté anglophone des intervenants, universités, communautaires, santé. Ils ont formé une alliance pour répondre aux besoins de la petite enfance en Colombie-Britannique. Il n'y a pas de composante francophone de ça. Alors nous, dans la concertation, en guise de durabilité du projet, on propose qu'il y ait cette alliance-là, qu'elle perdure même après, et puis que ce soit le centre d'intelligence, si tu veux, où on bâtit la connaissance, on échange les pratiques et on appuie dans les régions. Ensuite, le 4e axe, c'est le renforcement des capacités communautaires en petite enfance. C'est vraiment d'appuyer
les instances locales à s'organiser pour qu'ils puissent accueillir des services de promotion de la santé et même d'intégrer une composante, une programmation santé aux services qu'ils utilisent déjà. Et puis finalement, le 5e axe, c'est l'offre active des services de santé en Colombie-Britannique. Là, c'est vraiment la promotion de l'offre active auprès de différents intervenants, tant sur le plan gouvernemental, municipal, les ordres professionnels, que les professionnels de la santé eux-mêmes. Alors, c'est à peu près là qu'on est. Merci beaucoup, Lise et André. Et oui, nous, on avait demandé justement d'avoir une première version draft complète pour aujourd'hui, pour qu'on ait le temps, voilà, pendant les 15 prochains jours, de finaliser et fignoler un peu. Mais merci beaucoup, très bon travail. Je voulais peut-être ajouter, tout à l'heure, je sais que Benjamin, tu as parlé de la Fédération des parents et des consultations, puis à la lumière de ce qu'André et Lise nous partagent, il me semble qu'il y a quand même 115 parents, 89 répondants au site intervenant à la petite enfance, une dizaine de dans les consultations dans les régions. Donc, c'est tout près de plus de 200 personnes, là, finalement, qui ont répondu au sondage. Donc, tu sais comment on les a eu, Richard, ces personnes-là? Ça a été tout le travail de coordination de réseau santé qui a envoyé, relancé, ciblé, payé des publicités. On a payé des posts Facebook, on a payé, en fait, non, c'est juste, on les a eus, mais en passant en dehors, on a vraiment fait en dehors du système à notre place. Quand on discutait avec les parents, on dit, est-ce que votre AP, vous avez parlé du sondage? Est-ce que vous avez entendu parler de la Fédération des parents? On me dit absolument pas. Il y a le conseil scolaire qui nous a bien aidés. Par contre, le conseil scolaire a envoyé, a fait passer les professionnels, le questionnaire professionnel, les 89 réponses, c'est grâce à eux. Il l'a fait passer dans leurs écoles. Mais oui, les parents, ça a été énormément d'argent et de travail. La position de la Fédération des parents lors de nos comités, ça a été, écoutez, la consultation provinciale n'est pas utile. Nous savons déjà ce que veulent les parents et intuitivement, on sait dans quelle direction il faut aller. Il faut plus de garderies, il faut plus d'éducatrices. Et on n'a pas accès parce qu'ils étaient débordés, soi-disant, ils avaient déjà trop de sondages. Ils avaient d'autres sujets à traiter et les parents sont très sollicités, comme on le sait tous, en tant que francophones, on est très sollicités. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'autres approches avec les consultants, d'aller nous-mêmes chercher les parents en tant qu'individus habitant en Colombie-Britannique. C'est pour ça qu'on arrive à ces chiffres-là. Mais les coûts engendrés et le temps passé sont importants. Voilà. Donc, c'est pour ça que je trouve dommage de ne pas avoir pu avoir un meilleur travail de collaboration comme ce qu'il y a pu avoir en Alberta. Mais on pourra en discuter, Richard, si tu le souhaites. D'accord, merci. Merci beaucoup. J'aimerais juste, est-ce que je peux ajouter quelque chose à ce que je viens de présenter? Oui, Lise. OK. Je veux juste ajouter que dans les 86 intervenants en petite enfance qui ont répondu, 77 se sont déclarés aussi des parents. Donc, je peux être intervenant en petite enfance puis avoir des enfants. Donc, ils pouvaient cocher à 2 endroits. Donc, on est allé chercher encore plus de rétroaction de parents dans le sondage qui touchait les intervenants. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'au Nouveau-Brunswick, là, vous avez quelqu'un qui est en train de démarrer, de faire des démarches, là? Est-ce qu'on pourrait avoir un peu une idée d'où vous avancez comme ça? Roger? Oui. Je vais être obligée de te répondre parce que notre consultante a dû sortir pour une rencontre importante justement avec l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick. Elle était à Moncton, donc on allait rejoindre Chantal. Mais pour dire, nous, on a décidé d'être le plus stratégique possible parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Ce qu'on est en train de faire, c'est on a identifié une liste d'acteurs, puis nous, je vous dirais que le défi, ce n'est pas d'en identifier beaucoup, c'est de restreindre le nombre, parce qu'on ne veut pas non plus que les acteurs communautaires se retrouvent noyés sous les acteurs gouvernementaux. Parce qu'ici, il y en a beaucoup. Il y a le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, il y a le mieux-être, il y a les réseaux de santé, etc., pour ne nommer que ceux-là, puis les districts scolaires, puis les conseils d'éducation, puis les services à la petite enfance qui sont insérés dans le système scolaire, puis tout ça. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'était d'identifier les acteurs principaux et aussi, je dirais, de s'assurer qu'on inviterait les principaux
les principaux joueurs plutôt que d'ouvrir une invitation pour un forum à la petite enfance francophone au Nouveau-Brunswick, on pourra avoir 500 personnes, c'est pas ce qu'on veut. Pour nous, nos liens avec les parents se passent par l'Association francophone des parents et les groupes communautaires en milieu doublement minoritaire de Saint-Jean, Fredericton et Miramichi, entre autres. Donc, nous, on identifie les joueurs. On est aussi en train de dresser avec l'Association francophone des parents un tableau de l'état de situation de la santé de la petite enfance au Nouveau-Brunswick avec tous les joueurs et qui fait quoi puis où ça se trouve, qui sont les joueurs communautaires majeurs et qui sont aussi les besoins les plus criants en matière de programmes, d'activités, de services, mais aussi de financement. Parce que la TAL a été élargie grandement. Par exemple, nous, au Nouveau-Brunswick, il a été décidé que les conseils d'éducation étaient suffisamment financés par le système et le ministère de l'Éducation et par les districts scolaires qu'ils n'avaient pas besoin d'aller dans l'enveloppe communautaire à la petite enfance francophone. Donc, pour nous, ça passait ça. L'identification des partenaires, l'invitation des partenaires à participer au développement du plan, l'état de situation, des rencontres avec le comité d'encadrement qui est formé des principaux partenaires nationaux, le RED, les collèges communautaires et l'Association francophone et les 3 réseaux de la Société santé en français et quelques autres acteurs. Il y a aussi un forum qui aura lieu le 19 février, un forum provincial de discussion auquel tous les gens ont été conviés et on veut déposer le plan à partir des données qui nous auront été fournies par nos partenaires. Donc, nous autres, par exemple, on ne fait pas de sondage auprès de la petite enfance francophone au Nouveau-Brunswick ou des parents, parce que ça serait une affaire de 5-6 000. L'Association francophone des parents a déjà tracé les lignes des priorités des parents au Nouveau-Brunswick. C'est là-dessus qu'on suit. Puis, on a 3 promoteurs, comme je l'ai dit, potentiels, mais qui seraient aussi potentiels pour assurés pour les 2 prochaines années. Il y a une coalition des 3 centres scolaires communautaires en milieu doublement minoritaire, Fredericton, Saint-Jean, Miramichi, qui vont travailler à développer directement des programmes en petite enfance. Il y a toute la question de la pédiatrie sociale qui commence dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. On veut explorer les façons de rendre ces services-là accessibles à plus de familles et aussi à plus de milieux. Et troisièmement, il y a l'Association francophone des parents qui va déposer quelque chose pour outiller et renforcer les capacités d'agir des parents ou d'intervention. Mais on laisse la gamme ouverte pour les prochaines années, dépendamment des résultats du forum et de la manifestation de certains autres groupes communautaires. Nous, par exemple, il y a au Nouveau-Brunswick, si je ne me trompe pas, c'est 13 ou 14 centres de ressources familiales, un francophone, à peu près 6-7 bilingues et la plupart des autres anglophones, mais qui sont très bien financés. Ben, très bien. Tu sais, je veux dire, tout le monde dit tout le temps qu'il manque d'argent, là, mais qui sont déjà assez bien financés par l'Agence de santé publique du Canada, par son programme d'animation communautaire pour les enfants. Chez nous, on n'a pas été là. Donc, l'étape du sondage peut être à venir, mais pour le reste, on était très intéressés par ce que les autres consultants ont dit. Et pour la question du plan, nous, ça va être un plan stratégique parce que c'est sûr qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins avec l'argent qu'on a. On ne veut pas, comme tu disais, Roger, aller à la chiquette à coût de 5 ou 10 ou 15 000 $ parce qu'on ne rendra pas service à la communauté. Donc, c'est les enjeux majeurs qui ont été cernés non pas par nous, mais par la communauté elle-même déjà au fil des années. Je ne sais pas si ça répond, puis j'ai essayé de répondre comme une consultante, mais je ne suis pas bien sûre. Merci, Barbara. Lise Richard, parce que je ne sais pas, Mylène, elle n'est pas là, malheureusement, là. Mylène Do? Non, Mylène n'est pas là, puis Barbara, puis Gabriel, vous aviez raison. C'est moi qui... J'étais surprise de voir une Mylène là, parce que Mylène nous a avisé, moi puis Sullivan, que malheureusement, elle ne pouvait pas être là, qu'elle regrettait énormément, parce que c'est un peu à partir de nos discussions que cette rencontre a lieu. Puis, entre le moment qu'elle a donné ses disponibilités, le moment que la rencontre a été annoncée, elle a eu un rendez-vous personnel qu'elle ne pouvait vraiment pas changer. Puis,
elle a pris le numéro de téléphone et elle a essayé de se joindre plus tard si elle pouvait, mais je ne pense pas que c'est possible. Bien que, je m'excuse du malentendu parce que je voyais Mylène, mais je pensais que c'était elle. OK, oui, c'est ça. Continue. Puis on jasait, moi puis Mylène, j'ai dit, je suis contente que tu es là. Elle dit, moi aussi. Puis elle a dit quelque chose. J'ai dit, ça sonne pas comme Mylène, ça. Puis en tout cas, on a réglé ça après. Mais j'apprécie, Lise, que tu aies dit que j'avais pas mal souvent raison. J'ai dit que tu avais raison aujourd'hui, Barbara. Mais tu sais que je pense que tu as souvent raison. Salutations aux gens qui ne nous connaissent pas, mais merci. Tu es bienvenue, Gabrielle. Et Lise, oui, je voulais juste mentionner que le Zoom est enregistré. Alors, si jamais c'est Mylène? Mylène Do. Oui, ouais. C'est ça. Si elle veut écouter la conversation puis pouvoir en bénéficier, on peut lui envoyer le lien. D'accord, merci. Mais il nous reste juste 7 minutes, là, puis peut-être que tu peux nous parler, Lise, un peu de ce que vous avancez, et puis de cette fameuse question-là là, des sondages que vous avez faits avec Statistique Canada. Oui, absolument. Ça fait que finalement, c'est ça, on a commencé par ça. Comme vous savez, Mylène avait déjà proposé ce projet-là parce qu'elle l'avait déjà fait avec l'Outaouais, puis ça avait ressorti des données assez intéressantes. Puis c'est avec ça qu'on a commencé le projet, nous et la Nouvelle-Écosse, parce que je pense que vous êtes au courant que Pierre et moi, on a travaillé ensemble pour recruter Mylène et aussi on a pas mal la même approche dans nos deux provinces en termes de processus. Alors, puis je vois que Pierre n'est pas là non plus. Mais c'est ça, on a le même processus et le même plan de travail avec évidemment des différences dans ce qui va ressortir. Fait que on est parti avec Mylène de ce qui avait été fait en Outaouais, mais on a adapté travaillé ensemble les questions qui seraient demandées à Statistique Canada. Il y a une certaine, pour ceux qui l'ont fait, Maurice, tu l'as fait aussi, il y a une certaine complexité. Parce que le plus de questions que tu demandes, le plus compliqué qu'est l'analyse. Alors, on a dû vraiment travailler ensemble de façon assez près pour établir qu'est-ce qui est important. Ça donne des choses intéressantes. Je pense que d'une certaine manière, la Nouvelle-Écosse en ressortira un petit peu plus parce que la population est plus grande. Par contre, il y a des choses intéressantes qui ressortent à Terre-Neuve. Je peux vous donner un exemple. La population, les familles francophones avec la petite enfance ont un taux d'éducation plus élevé que les anglophones. Et aussi, il y a plus de familles avec petite enfance qui sont en couple dans la francophonie qu'avec les anglophones. Ça fait qu'on a des données comme ça qui peuvent être intéressantes. Puis aussi, on a des données par rapport à la francophonie. À Terre-Neuve, un petit peu, qu'est-ce qui est un petit peu un défi, c'est que la façon que Statistique Canada divise les régions est un peu plus difficile pour nous. De mettre l'Ouest avec le Nord à Terre-Neuve et Labrador, c'est comme ça nous dit pas grand-chose. Parce qu'on y a des communautés. À Labrador, c'est une petite communauté, puis dans l'Ouest, c'est une petite communauté, puis on ne sait pas quelle est quelle. Alors, mais il y a des choses qu'on va pouvoir décortiquer en jumelant nos sondages aussi, parce qu'il y a eu 2 sondages. Je vais juste finir avec Statistique Canada. Je pense que ça a été un exercice quand même qui va servir. Il est ressorti des choses intéressantes. J'ai hâte de pouvoir partager le produit final avec tout le monde parce qu'on va sûrement faire ça. Puis, c'est un exercice qui m'amène, moi, à réfléchir dans d'autres circonstances si on pourrait faire un peu la même chose dans d'autres projets. Alors, c'est pas à négliger comme donnée. On a fait 2 sondages ici et en Nouvelle-Écosse. Un aux parents, un aux intervenants, éducateurs, professionnels de la santé qui travaillent avec la petite enfance. Je pense encore à cause de la population qu'en Nouvelle-Écosse, ils ont eu plus de nombre. Nous, on a eu des parents, 36 réponses des parents.
qui est quand même au niveau statistique un peu plus que 10% du nombre de familles que Statistique nous dit qu'on a qui ont des petits-enfants. Alors, c'est pas pire. On aurait aimé mieux, mais c'est pas pire. Puis, on a ça nous amène quand même des informations très intéressantes par rapport aux besoins et aux réalités de ces familles-là. Alors, je pense qu'on a une base quand même bien travaillée avec, puis on voit une consistance dans les réponses. Alors, on pense que c'est représentatif. Et ça a été un plus grand défi pour les intervenants. Au dernier compte, on en avait juste 8. Ou 9. Fait que ça a été quelque chose, je pense que c'est la Colombie-Britannique qui a parlé de l'effort que ça a pris pour pouvoir avoir des réponses à ces 2 sondages-là. Nous, ça a été un effort. On a fini aussi par payer dans le journal Le Gaboteur pour celui des parents. On a fait mettre quelque chose sur leur site web. La Fédération des parents a été un grand soutien pour envoyer ça aux parents. Les autres partenaires, c'est difficile à savoir. Mais au niveau du réseau, on a essayé toutes sortes de choses. Puis je pense qu'on est arrivé au maximum de ce qu'on pouvait faire, sauf peut-être si on avait pu se rendre sur les lieux puis organiser des forums, mais le temps ne le permettait pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a un forum le 17 février. La Nouvelle-Écosse, le forum sera le 14. Ça permet à Mylène de faire les 2 voyages dans la même semaine. Puis, les gens qui sont intervenants, qui viennent au forum, moi, je vais leur envoyer le sondage pour leur demandant de le répondre avant qu'ils viennent au forum. Ça va nous donner un peu plus de réponses. Alors, on en est là. L'objectif du forum, le 17, c'est de présenter qu'est-ce qu'on a trouvé, de présenter les besoins qui ont été identifiés, de présenter la démographie et de faire des mini-ateliers avec les gens qui seront au forum pour qu'ils nous aident à déterminer le meilleur plan de travail pour répondre aux besoins qui ont été identifiés. Alors, entre le 17 et le 1er mars, Mylène va nous proposer un plan de travail que c'est sûr qu'on va avoir discuté avec le comité aussi, qui est aussi, sauf une garderie, les mêmes partenaires qu'au national. Puis, parce qu'on a créé ce comité-là, on a eu 2 rencontres, puis je pense qu'il n'y a pas de communication qu'on a eue qui n'était pas avec tout le monde. Là. Ça fait qu'ils ont été bien aux affûts. C'est tout pour moi. Oui, le temps passe. Merci. Écoutez, il est 1h30. Juste comme conclusion, vous voyez un peu peut-être pourquoi je vous donne jusqu'au mois de juin et peut-être même plus tard pour que vous puissiez présenter les projets de 2020. Perdu, Roger. Si c'est lui qui a le lead, peut-être que la chose est finie, peut-être, là, parce qu'il est étrange. Sirivan, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut continuer ou c'est juste Roger qui a un problème? Ah! Oui, c'est seulement Roger qui a gelé. Oui. Okay. On peut continuer. OK, donc... T'as gelé, Roger. J'ai gelé. On a manqué la dernière partie de ce que tu nous as dit. Donc, tout ce que je vous disais, c'est que une des raisons importantes de vous donner jusqu'au mois de juin, au moins, pour développer vos projets, c'est que vous avez tout le mois de mars, avril, mai, juin pour développer ces projets-là et vous concentrer premièrement par rapport à vos plans de services communautaires. Ça ne vous empêche pas d'identifier des promoteurs potentiels à l'intérieur de votre plan, des priorités comme telles, et puis d'amener vos promoteurs vraiment à se préparer pour que lorsqu'on arrive au mois de avril, mai, juin, qu'on puisse avoir tous ces projets-là ensemble et puis qu'on les fasse avancer. Donc, écoutez, je ne veux pas abuser de votre temps, il est 1h31. Est-ce qu'il y a, à moins qu'il y ait des questions brûlantes, je vais vous remercier beaucoup de votre participation à cette rencontre-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qui a un mot de la fin ou quelque chose là? Juste, Roger, un promoteur qui dépose un projet pour l'année 2 et qui ensuite, quand on va refaire notre appel proposant l'année 3, il aura juste un accord de contribution de la part de la SSF, c'est ça? Qui regroupe les 2 projets, s'il est sélectionné sur les 2 projets. Si vous demandez sur 2 ans, il va y avoir un accord de contribution.
Si vous demandez un projet différent d'une année à l'autre, ça va être un autre accord de contribution. Parce que les D'accord, dates... très bien. Ouais. Merci. D'accord? Merci beaucoup tout le monde. J'espère que ça a apporté certaines informations supplémentaires. Mais moi, je vais faire des suivis aussi avec vous sur les discussions qu'on a eues. Merci Roger, beaucoup. si je peux juste ajouter rapidement, en termes d'échange et au niveau de mobilisation des connaissances, ce que moi et Nathalie, on a noté ici, Nathalie Boivin, c'est qu'il y a une richesse au niveau des approches, au niveau des outils que vous avez utilisés et la façon que vous avez mobilisé vos communautés. Alors, pour nous, ça, c'est de l'échange des connaissances. On a déjà quelque chose ici. On veut rassembler tout ça. Puis, pour moi, je veux trouver une façon de capter ça pour qu'on puisse continuer à bâtir sur ça puis de promouvoir ça. Alors, chapeau, bravo, merci. En fait, dans ce sens-là, Gabriel, aussi, juste dire que nous, comme CNPF aussi, ça nous permettra certainement de donner le pouls là, à notre réseau également et de faire les suivis. Justement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée tout le monde. Merci. Au revoir. Gabriel.